Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Bibliothèque de droit, collection fondée et dirigée par Jean-Paul Serré. Cette collection a pour vocation d'assurer la diffusion d'ouvrages scientifiques sur des thèmes d'actualité ou sur des sujets peu explorés dans le domaine des sciences juridiques. Elle se destine notamment à la publication de travaux de jeunes chercheurs. Dernière parution. À Germont, le rôle d'initiative des administrations dans l'action publique. NNOTOJAFFREUX, le conflit d'intérêts chez les avocats. Monsieur Tessier, les procédures de la criminalité organisée devant la Cour de cassation. C. Bellard, les crimes au féminin. W. Buiron, droit des patients en fin de vie et pouvoir médical. 10. Da Silva, réussir son cas pratique en droit de la responsabilité. J.P. Serré, droit disciplinaire pénitentiaire. CGAFFURI et JFROMGET, l'accueil des détenus dans les prisons françaises. R. Colson, les transformations de la justice pénale. Une comparaison franco-anglaise. S. Clément, l'internement administratif des étrangers en situation irrégulière. J. Gourdou, OLECUCQ et J. Madec dire, le principe du contradictoire dans le procès administratif. Déconil et J. Duvigneau dire, droit public et cinéma. 5. Da Silva, réussir son cas pratique en droit de la famille. Copyright L'Harmattan, 2015, 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.harmattan.fr diffusion.harmattan@wanadoo.fr harmattan@wanadoo.fr EANIPUB 978 2 336 75 105 4. Remerciements. Cet ouvrage est l'aboutissement d'un travail de traduction, de réédition et de mise au jour de ma thèse de doctorat en cotutelle. Se replonger dans la thèse après la thèse ne fut pas une tâche aisée. Le choix des passages, le travail de traduction de l'italien au français, la difficulté de remanier un texte dans un but tout autre que celui de l'étude originale, ont été autant source d'obstacles que de plaisir. Ce travail n'aurait pu voir le jour sans la générosité et l'amitié qui m'ont été témoignées tout au long de l'aventure. Je tiens avant tout à remercier le professeur Jean-Christophe Saint-Pau pour son soutien inconditionnel durant ces années de formation et de recherche. Je remercie également le professeur François Rousseau, à qui je dois l'idée de cette publication. Mes remerciements s'adressent aussi aux professeurs Marco Musella, Maria Valeria Del Tufo et Elio Palombi, pour leur bienveillance et leur soutien à l'aboutissement de ma recherche. Je remercie Vanessa et mes amis Angelo Santoro et Aurélien Dupont, pour l'aide indispensable apportée à la traduction et à la correction. Préface. Monsieur Antonio Amalfitano a soutenu la présente thèse à Naples, le 3 juillet 2014, dans le cadre d'une procédure de cotutelle entre l'Université Montesquieu Bordeaux IV, qui a intégré l'Université de Bordeaux, et l'Université Federico II. Le jury franco-italien était composé des professeurs Elio Palombi, Université Federico II de Naples, président, Andrea Cardone, Université de Florence, rapporteur, François Rousseau, Université de Nantes, rapporteur, Vincenzo Rapone, Université Federico II de Naples, co-directeur de thèse, et Jean-Christophe Saint-Pau, Université de Bordeaux, co-directeur de thèse. À la suite d'une soutenance bilingue, il a obtenu le doctorat en sciences politiques de l'Université Federico II de Naples et le doctorat en droit privé et sciences criminelles de l'Université Montesquieu Bordeaux IV, avec la mention très honorable, les félicitations du jury et l'autorisation de publier en l'état. Le jury a estimé la thèse originale, bien rédigée et présentant des résultats doctrinaux exploitables pour de futurs lecteurs. L'originalité tient d'abord à la présentation en 3 chapitres, inspirée par la méthode italienne et qui pourra surprendre le lecteur français. Le premier chapitre traite ainsi de la genèse de la notion de personnalité juridique de la personne morale. Il s'agit d'une approche à la fois historique et doctrinale, où sont rappelées les grandes théories formulées au XIXe et XXe siècle, pour se positionner en faveur de la théorie dite de la réalité juridique. La personnalité morale doit être conçue comme une abstraction juridique s'inspirant de la réalité objective des choses,
et non pas une fiction juridique niant tout lien avec la réalité. C'est donc à partir de la réalité organisationnelle de la personne morale que la logique juridique en affirme abstraitement l'autonomie en tant que sujet de droit. Le deuxième chapitre envisage l'organisation de la personne morale au regard d'un modèle fondé sur la position de garantie. Cette qualification vise celui qui, exerçant une activité à son profit, risque de mettre en danger les droits des tiers et doit alors en assumer la garantie. La reconnaissance de la responsabilité des personnes morales serait ainsi liée au développement de la société du risque, dont on trouve un exemple emblématique dans les crises sanitaires. L'auteur défend ainsi une conception fonctionnelle de la responsabilité pénale des personnes morales comparable à celle des professionnels. La répression des personnes morales poursuivrait une finalité essentiellement préventive ou régulatrice, où les sanctions pécuniaires et les mesures d'interdiction se substitueraient aux peines rétributives. Cette répression est alors comparable, selon l'auteur, à celle pesant sur les professionnels ou dirigeants investis, en raison de leur pouvoir de direction, d'un devoir de garantie en matière de prévention des risques liés aux activités qu'ils dirigent. Le troisième chapitre traite de la responsabilité pénale des personnes morales dans une approche européenne. L'auteur oppose ainsi les systèmes sensibles à une conceptualisation doctrinaire et les systèmes juridiques positivistes. Le système italien est présenté comme un système hybride de responsabilité formellement administrative mais substantiellement pénale, impliquant la commission d'une infraction par un organe ainsi que l'établissement d'une faute d'organisation de la personne morale. Les systèmes français et espagnols reposent sur une conception anthropomorphique de la responsabilité pénale des personnes morales, l'imputation de l'infraction s'opérant par une sorte d'assimilation de la personne morale à son organe qui en est l'auteur. Le système allemand, quant à lui, rejette toute idée de responsabilité formellement pénale des personnes morales inaccessibles à la théorie de la culpabilité allemande. En revanche, le droit allemand admet dans une optique préventive de prononcer contre les personnes morales des sanctions financières ou de nature préventive, confiscation, ainsi que l'imputation des infractions dites administratives, n'impliquant pas de culpabilité. Le dernier système évoqué est celui du droit belge, qui consacre une responsabilité pénale directe des personnes morales reposant principalement sur une faute organisationnelle de la personne morale à l'origine de l'infraction. Lors de la soutenance, le sous-signé déclarait que cette thèse présente un aspect philosophique intéressant pour les juristes français à propos d'une institution qui précisément n'a pas été discutée dans ses fondements. Elle invite aussi à s'interroger sur la fonction du droit pénal qui, de manière plus moderne, peut participer à la régulation d'activités économiques en raisonnant alors moins sur la faute que sur le risque. De ce point de vue, et au plan technique, la thèse propose une véritable idée, fonder la responsabilité pénale sur la position de garantie et sur l'intérêt ou l'avantage que trouve la personne morale dans l'activité source d'infraction pénale. De là, la thèse remplit son objectif en apportant réciproquement aux deux systèmes juridiques comparés et en les dépassant pour proposer un modèle commun. L'intérêt de cette publication est de permettre une traduction intégrale et enrichie de la thèse italienne, alors que le lecteur français ne pouvait jusqu'alors disposer que d'un résumé substantiel. Même si ce dernier donnait une vue assez exacte des idées de la thèse, ce que le rapport magistral du professeur François Rousseau en vue de la soutenance exprimait largement, et dont les lignes ci-dessus en sont l'écho, la traduction française permettra à d'autres chercheurs de disposer d'un nouveau matériau théorique et philosophique pour solidifier, en France, les fondations d'une responsabilité essentiellement fondée sur l'utilitarisme, et se manifestant à travers une technique imparfaite dont les soubresauts sont visibles en droit positif français. Que l'on pense par exemple à la question lancinante de l'identification des organes ou représentants qui empêche de penser une véritable responsabilité pénale des personnes morales du fait des choses, ou des produits défectueux, alors qu'il est nécessaire dans une société démocratique, de répondre pénalement à des atteintes à la vie et à l'intégrité physique imputables à l'activité lucrative d'entités collectives. Au-delà de l'ouvrage, une thèse est écrite par un homme dont nous voudrions saluer la culture, la persévérance et la courtoisie. Doté d'une formation en sciences politiques, M. Antonio Amalfitano a dû se confronter au droit pénal français avec la double difficulté de saisir la technique et la linguistique juridique,
non seulement lors de la rédaction de sa thèse, mais également dans le cadre de sa charge de travaux dirigés en droit pénal général et procédure pénale qu'il a assumé avec grand sérieux. Il a par ailleurs surmonté l'épreuve de l'immersion dans une autre culture, notamment viticole, et il a su apporter avec sa personnalité une autre dimension à l'Institut de sciences criminelles et de la justice dont il est un membre actif, et auteur de plusieurs publications au sein des travaux de l'Institut de sciences criminelles et de la justice aux éditions Cujas. Monsieur Antonio Amalfitano est enfin un homme courtois, vertu qu'il convient de ne pas assimiler à l'obséquiosité et qui mérite d'être soulignée en ce monde universitaire où la politesse est trop souvent écartée par la rudesse des ambitions. Cette culture, cette persévérance et cette courtoisie fondent la personnalité de Monsieur Antonio Amalfitano, aussi belle que la côte amalfitaine. Ce docteur représente avec une grande classe l'Italie du Sud, et nous sommes particulièrement heureux d'avoir croisé sa route, professionnellement et amicalement, à Bordeaux et à Naples. Bordeaux le 27 octobre 2015. Jean-Christophe SAINTPAU. Professeur agrégé de droit privé et sciences criminelles. Doyen de la faculté de droit et sciences politiques de l'Université de Bordeaux. Directeur de l'Institut de sciences criminelles et de la justice, EA 4633. Vice-président de l'Association française de droit pénal. Dédicace. Al amico veanche al maestro che comme padre e madre, non potei sceglier né Michels. Principales abréviations. Introduction. Malgré la nature transnationale de leurs activités, les personnes morales ne sont pas soumises à un régime pénal uniforme et cohérent dans le système juridique européen. Comment dès lors identifier et articuler une responsabilité pénale des personnes morales en Europe, qui puisse trouver place dans des systèmes juridiques présentant des différences apparemment inconciliables? Loin d'être purement théorique, la question témoigne d'un intérêt pratique puisqu'elle conditionne la manière de légiférer et de juger dans l'espace juridique européen. Elle permet également la redéfinition de toute une série de notions relatives à l'imputabilité et à la faute, autorisant la construction d'une technique d'imputation pénale nouvelle. Le parti pris a été d'abandonner chaque conception liée à l'un ou l'autre des systèmes nationaux de responsabilité pénale des personnes morales, en favorisant une définition générique de la responsabilité, permettant ainsi de déterminer les déclinaisons spécifiques et multiples de la responsabilité pénale, à partir desquelles l'imputation de l'infraction à une typologie d'auteur qualifié sera possible en fonction du modèle adopté. Le premier rapport du choix d'une définition générique réside dans l'élaboration conséquente d'une déclinaison de responsabilité pénale qui se rattache à la qualité particulière de l'auteur personne morale, mais aussi à tous les auteurs qui, soumis à des modèles normatifs d'autoprévention des infractions en vertu de la complexité de leur activité, sont titulaires d'une position de garantie particulière en rapport aux biens juridiquement protégés. Une telle méthode d'analyse, visant à adapter la responsabilité pénale à l'activité et au rôle socio-économique de certaines catégories d'auteurs, parmi lesquelles ressort la personne morale, s'avère fructueuse. Il suffirait de revenir systématiquement à cette catégorie qualifiée, pour articuler chacune de ses applications techniques et théoriques, fondant une responsabilité pénale particulièrement adaptée à réprimer les infractions commises par la personne morale. Il s'agit là d'une théorie efficace s'appliquant aisément aux auteurs recouvrant un rôle fonctionnel qualifié dans la société. L'institution de responsabilité pénale de l'auteur en position de garantie fournit non seulement un concept propre à fonder la responsabilité pénale des personnes morales, mais elle fournit également des instruments juridiques nouveaux pour combattre les infractions liées au risque et à la prévention, qui sont les plus caractéristiques de notre époque. L'élaboration de cette théorie, faisant tout l'objet de notre recherche, exige une pensée en 3 temps. En effet, bâtir une réflexion nouvelle nécessite la mise en lumière du parcours historique et doctrinaire de la responsabilité pénale des personnes morales, parcours au cours duquel l'apport notable de la doctrine civiliste du XIXe siècle doit être souligné en ce qu'elle a dégagé les concepts de risque, de prévention et de précaution, qui régissent les conceptualisations actuelles de la faute pénale, fondées sur inexacte prédisposition des modèles organisationnels réglementant certaines activités de secteur, pour en déduire le risque pénal,
et constituaient ainsi de véritables positions de garantie relatives aux biens mis en danger. L'analyse combinée de ces deux éléments a permis la proposition d'une théorie nouvelle d'un modèle européen de responsabilité des personnes morales, en la confrontant aux systèmes pénaux européens les plus représentatifs. En effet, dresser la genèse et la dogmatique de la notion de personnalité juridique des personnes morales a permis de situer l'objet dans les limites d'une dynamique étymologique de la subjectivité juridique. Dans cette perspective, nous avons choisi une définition fondamentalement normative. En effet, dans un sens purement normatif, les personnes morales sont des entités capables d'agir et de produire des faits juridiquement significatifs. Bien que la définition doctrinaire des personnes morales a suscité de nombreux débats, notamment en vertu de l'aphorisme Societas delinquere non potest, tendant à démontrer que ce sont les personnes physiques qui agissent au sein des personnes morales, l'étude a permis de dégager qu'il est historiquement erroné que de prétendre à l'exclusion des entités collectives en tant que sujets pouvant faire l'objet de sanctions pénales. Ainsi, la peine de mort civilis entraînant la dévastation de la ville tenue responsable du crime de lesae majestatis illustre parfaitement cette notion. L'apport fondamental de la doctrine civiliste, au XIXe et début du XXe siècle, doit être souligné quant aux destinées de la notion de personnalité juridique et celle de personne morale. Les civilistes concevaient en effet le droit subjectif comme un pouvoir attribué à une volonté, et reconnu comme légitime. De ce fait, admettre l'existence réelle d'un droit, sans sujet humain, doué de volonté, leur était impossible. Selon la théorie de la fiction de la personne morale, seul l'être humain est un sujet de droit. La personnalité juridique de la personne morale ne correspondait pas à la réalité, elle n'est qu'une faveur accordée par la loi à certains groupes de personnes. D'autres se prononcent en faveur de la théorie de la réalité, en se détachant de la nécessité de la volonté coupable, en la substituant au risque que certaines activités font courir aux tiers en raison de leur dangerosité, pour imputer la responsabilité à la personne morale. Néanmoins, la théorie du risque a trouvé un écho chez ces théoriciens. De ces deux importantes notions, risque et personne morale, élaborées et soutenues avec rigueur scientifique par la doctrine civiliste nouvelle, naîtra le discours sur la responsabilité pénale des personnes morales. Ainsi, notre recherche n'aurait pas su se passer de l'importante contribution que ces auteurs civilistes ont portée à la définition des concepts contemporains régissant le nouveau droit pénal applicable aux personnes morales. En effet, c'est à partir de ces élaborations du droit civil que sera opéré un revirement de la faute pénale, engendrant la reconnaissance d'une capacité pénale sui generis aux entités collectives. L'introduction par ces auteurs de l'idée de risque et de prévention sera ainsi déterminante pour la constitution d'une responsabilité spécifique de la personne morale, une responsabilité pénale qui serait davantage qualifiée de régulation sociale que de punition individuelle. Partant de ces constats préalables, l'organisation de la personne morale sur le modèle de la position de garantie est éclairée. La définition de certaines catégories de notions utiles à la réglementation des risques a permis de comprendre comment un grand nombre de ces notions, étrangères au droit pénal et provenant d'activités variées, sont devenues des critères de détermination de la faute. En ce sens, une branche du droit pénal se caractérise par sa nature désormais mixte ou sui generis qui, en abandonnant le concept traditionnel de faute, se rapproche d'un genre de responsabilité que l'on peut définir de normative, car fondée sur la violation de règlements externes au droit pénal constituant des modèles de comportement et d'organisation conçus pour la diminution des risques. Il a été permis d'élaborer ainsi une technique d'imputation qui, tout en tenant compte de ce caractère normatif de la faute organisationnelle, est également respectueuse des principes fondamentaux du droit pénal. Cependant, l'attribution de responsabilité fondée sur le seul manquement à une règle ou à un modèle de conformité pouvait ramener le droit pénal vers des formes regrettables de responsabilités objectives. Concilier la nécessité de sanctionner certains comportements objectivement dangereux avec le respect du principe de personnalité du droit pénal n'est pas aisé. L'exigence de cette double nécessité peut être respectée en partant du constat que le droit pénal des entreprises et le droit pénal de certaines activités professionnelles et sectorielles particulièrement risquées doivent être spécialement et préventivement garantis en raison de leur danger potentiel.
Dans ce cas, la garantie pourrait être définie comme une contrainte de protection d'un sujet garant par rapport à un bien juridiquement protégé. Cette contrainte se fonderait sur l'impossibilité totale ou partielle du titulaire du droit à le protéger par lui-même. Une notion se dégage alors, la position de garantie. Il s'agit de la position du sujet, personne morale ou physique, qui, en exerçant une activité à son profit, risque de mettre en danger les droits des tiers et par conséquent doit en assumer la garantie. À ce titre, il est surprenant que les auteurs remettant en cause la réalité pénale de la volonté de la personne morale en cas de suppression de sites de production, sans respect des obligations relevant du droit commercial ou du droit du travail, ne contestent pas l'efficacité économique de la volonté de la société en cas d'implantation des sites de production. Au sein de la personne morale, on constate également un autre rapport concernant la relation organisation-personne physique, qui naît du contrat de travail entre une personne morale et une personne physique. À côté du rapport organique, on observe un autre rapport lié plutôt aux positions de garantie réciproque. La personne morale détiendrait le rôle de garant originaire, et les individus la position de garante dérivée. Une telle distinction permet de différencier et caractériser les rapports entre entités collectives et individus qui la constituent, en les divisant selon la fonction qu'ils recouvrent. Cette distinction permet également de détecter plus efficacement les cas dans lesquels c'est au sujet individuel de répondre de l'infraction, et non pas la personne morale. En ce sens, leurs actions ou omissions constituant une infraction seront considérées comme actions ou omissions de la personne morale, selon un rapport organique fonctionnel et contractuel. En revanche, lorsque des sujets agissent en dehors du rapport avec la structure organisationnelle et de gestion de la personne morale, ils seront considérés responsables de leurs actions en tant qu'individus contraints par un contrat prévoyant la dévolution des positions de garantie dérivées. La technique d'imputation fondée sur la position de garantie permet ainsi de personnaliser la faute pénale. Cette dernière serait en effet attribuée à l'organisation qui s'exposerait à la réprobation pénale par son propre fait personnel, pour n'avoir pas adopté les précautions nécessaires, imposées par la loi et les règlements. Dès lors, une étude sur la responsabilité, résultat de l'infraction des personnes morales dans le droit comparé, s'impose. Les législateurs nationaux des États européens ont en effet élaboré des systèmes de responsabilité des personnes morales, à partir de deux différentes tendances. Certains de ces États, France, Belgique, ont fondé leurs réflexions sur des raisons purement criminologiques et selon une caractérisation positiviste, sans se soucier des conséquences systématiques et doctrinaires dérivant de cette élaboration théorique. D'autres, Espagne, Italie, ont tenté l'adaptation des dogmes du droit pénal des personnes physiques à la responsabilité des personnes morales. D'autres encore, Allemagne, ont préféré imputer une responsabilité administrative aux personnes morales plutôt qu'une responsabilité pénale. D'ailleurs, aucun de ces systèmes n'est parvenu à justifier une pénalisation des entités collectives respectueuses du principe de personnalité du droit pénal. Aussi, par l'analyse de ces différents systèmes, la recherche propose une alternative intermédiaire. Il s'agit d'une responsabilité pénale de tertium genus, hybride entre droit pénal et droit administratif, capable de concilier les positions opposées des différents modèles européens préexistants. Ce nouveau système pourrait reposer sur une série de lignes directrices permettant l'imputation de l'infraction en conciliant législation nationale et impératifs européens, déterminer une position dérivée de l'auteur matériel dans un rapport fonctionnel avec la position de garantie originaire de la personne morale, fonder l'infraction sur une lacune organisationnelle, déterminée en fonction des règlements de secteur. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.